Alors, du logiciel libre à la monnaie libre. Donc, vous l'avez deviné, on va parler de monnaie aujourd'hui. Et donc, on va parler en fait d'une approche qui est un peu en lien avec le logiciel libre, mais appliquée à la monnaie. Vous savez peut-être qu'il y a 4 libertés logicielles fondamentales qui ont été définies par Stallman il y a une trentaine d'années. On va y revenir. Et de ces 4 libertés logicielles, il y a une personne qui s'appelle Stéphane Laborde, qui a rédigé la théorie relative de la monnaie, qui a défini 4 libertés monétaires ou économiques qui s'appliquent à la monnaie tout en gardant un petit peu l'esprit du logiciel libre. Bon, vous allez voir que c'est un peu différent, on va étudier un petit peu ces 4 libertés. Et de ces 4 libertés, de ces axiomes finalement, il en a déduit qu'il existait une seule forme de monnaie qui respectait ces libertés-là, qui garantissait ces libertés-là. Et il a appelé ça monnaie libre. Donc ça, c'était aux alentours de 2010. Quelques années plus tard, il y a des informaticiens qui se sont dit « Très bien, une monnaie libre est possible sur le papier, mais ça n'existe pas encore. On va créer un logiciel qui va la mettre en place. » Donc avec d'autres informaticiens, je co-développe Junitor, qui est un générateur de crypto-monnaie libre, dont on parlera en deuxième partie. Libre au sens défini par la théorie relative de la monnaie, pas libre au sens d'autre chose. Et enfin, je vous parlerai en conclusion de la monnaie June, qui s'écrit donc avec un G, une brève dessus, et un 1, qui a été lancée le 8 mars 2017 et qui est la première monnaie libre au sens de la théorie relative de la monnaie, et donc qui fonctionne avec Junitor. La première, peut-être que d'ici plusieurs décennies, il y en aura sans doute d'autres, puisque Junitor peut gérer plusieurs monnaies. Mais pour l'instant, il y en a une, c'est déjà bien, il faut commencer quelque part, il faut concentrer les efforts. Alors au niveau de la présentation d'aujourd'hui, je commencerai par une petite introduction sur les différentes formes d'intelligence collective, parce que c'est un aparté qui permet vraiment de saisir le sujet, je trouve. C'est ce qui m'a beaucoup aidé à comprendre le sujet à l'époque, et à comprendre finalement le côté fondamental de l'aspect décentralisé des structures par rapport à l'aspect centralisé. Et pourquoi finalement on a fait un choix décentralisé pour Junitor qui implémente la monnaie libre. Donc ça, ce sera en première partie. On va définir ce qu'est une monnaie libre. Alors on va aborder un petit peu l'approche originelle de Stéphane Laborde des 4 libertés économiques, mais on va surtout s'attarder sur l'approche par la neutralité du réseau, neutralité du net. Vous devez bien connaître ce sujet si vous venez au Capitole du Libre. Et donc je vous déroulerai un petit peu la démonstration de ce que peut être une monnaie qui respecte le principe de neutralité du réseau en tant que réseau monétaire. Ensuite, donc, on vous montrera un petit peu quelles sont les conséquences de la définition d'une monnaie libre, quelles sont ses propriétés. Je vous parlerai du cas du Bitcoin, qui est quand même très intéressant et dont il faut parler, à mon avis. Et enfin, on entrera dans le vif de Junitor, de son fonctionnement, donc de la blockchain, de la toile de confiance, du réseau décentralisé, etc., etc. Je vous présenterai vite fait les logiciels qui vous permettent d'utiliser la monnaie. Et on finira sur la présentation de la June et quelques questions. Alors, il y a un type qui s'appelle Jean-François Noubel, qui a créé la discipline de recherche en intelligence collective. Ça n'existait pas en sciences avant. Il a créé ça il y a 15-20 ans, je crois. Et donc, il a fait des recherches sur les différentes formes d'intelligence collective. Je vous expliquerai après le lien avec la monnaie. Et il en a déduit qu'il y avait 3 grandes formes d'intelligence collective chez l'humain. La forme originelle, qu'on retrouve dans les clans, dans les tribus de chasseurs-cueilleurs, et qu'on retrouve aussi dans une famille, par exemple. C'est une forme caractérisée par le fait qu'il y a peu d'individus et qu'ils se connaissent tous. Et donc, il y a ce qu'on appelle un holoptisme, c'est-à-dire que tout le monde perçoit tout le groupe et tous les besoins du groupe. Bon, c'est un petit peu théorique tout ça, mais on verra que ça a une importance. Parce que c'est très différent de la deuxième forme d'intelligence collective qui a développé nos civilisations, nos sociétés, qui est la forme d'intelligence collective pyramidale, qui est apparue avec l'invention de l'écriture, où là, cette fois-ci, il y a un panoptisme, c'est-à-dire que ceux qui sont en haut ont une vision partielle, ils ont une vision globale, mais ils voient pas le détail, et ceux qui sont en bas voient le détail, mais ils ne voient pas le global. Et ça, en fait, ça pose tout un tas de problèmes qui font que, même si vous mettez en haut de la pyramide les personnes les plus bienveillantes du monde et les plus sachantes du monde, elles pourront pas embrasser le niveau de complexité du réel et des besoins des gens. Et donc Jean-François Noubel, qui est l'un des initiateurs d'Internet, il a aidé à démocratiser Internet en France, pense qu'avec l'émergence d'Internet, on voit émerger une nouvelle forme d'intelligence collective qu'il a nommée holomidale,
qui veut dire un tissu en fractal, en fait un tissu dense d'humains les uns les autres, qui permet une auto-organisation des individus, pas de centre. On verra que c'est ce que le Bitcoin a essayé de faire. Il n'a pas réussi, on verra pourquoi. Avoir finalement un système monétaire qui serait acentré, acéphale, sans tête. Et ce principe-là, cette grille de lecture-là, centralisée, décentralisée, on verra qu'elle peut s'appliquer à la monnaie, mais vous pouvez aussi l'appliquer à d'autres domaines de votre vie. Ça marche pour beaucoup de domaines. Je vous invite à avoir cette grille de lecture-là quand vous observez un phénomène, une structure, vous dire est-ce que c'est centralisé, est-ce que c'est décentralisé. C'est très intéressant. Alors on va parler de la liberté, puisque l'approche originelle donc, est basée sur 4 libertés économiques. Mais la liberté de quoi, de qui? Vous savez peut-être, quand on parle de logiciel libre, c'est pas le logiciel qui est libre, c'est l'utilisateur. On dit qu'un logiciel est libre parce qu'il garantit à l'utilisateur de pouvoir exercer les 4 libertés fondamentales. Ça va être pareil pour la monnaie. On va définir 4 libertés monétaires qui garantissent à l'utilisateur de la monnaie de pouvoir exercer ces libertés. Ou en tout cas, qui ne l'empêchent pas de les exercer. Après, voilà. Et donc la liberté, il faut comprendre qu'ici, c'est un principe symétrique, un principe de non-nuisance vis-à-vis de soi-même et d'autrui. On dit souvent que ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. On va voir que c'est cette notion de liberté-là qui est importante, évidemment dans le logiciel libre, et qui sera aussi importante dans la monnaie libre, c'est le fait que j'ai pas plus de droits qu'un autre sur la monnaie. Ça, c'est très important. Donc, il y a 4 libertés. Donc, la liberté 0, fondamentale, c'est l'individu est libre du choix de son système monétaire. C'est-à-dire, moi, je suis pas là pour vous dire il faut adopter la monnaie libre, c'est la solution. Non. Je suis là pour vous dire une monnaie libre existe, c'est possible. Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre part à cette monnaie libre. Mais vous êtes libre aussi de prendre part à d'autres formes de monnaie. Vous faites ce que vous voulez. Voilà, le but, c'est pas d'imposer une solution unique. Tout comme le logiciel libre ne s'impose pas, et pourtant, il se répand partout, alors que personne n'a dit politiquement, il faut que tout le monde passe sous GNU Linux. Alors la deuxième liberté fondamentale des 4 libertés monétaires, c'est le fait que l'individu est libre d'utiliser les ressources. Et là, on va retrouver le concept de symétrie et de non-nuisance. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas utiliser les ressources en nuisant à autrui, c'est-à-dire si vous utilisez trop les ressources et que autrui ne peut plus avoir accès à ces ressources, vous lui devez une compensation. C'est normal, parce qu'une compensation du fait que lui ne peut pas accéder à ses ressources. On va voir quelles conséquences ça a. Ensuite, liberté numéro 3, très importante, l'individu est libre de produire et d'estimer toute valeur. Ce qui est valeur économique pour vous n'est pas forcément ce qui est valeur économique pour moi. Par exemple, vous avez peut-être un ami qui a acheté la dernière e-prison 10 pour plus de 1000 unités non libres, alors que vous l'achèteriez jamais parce que pour vous ça vaut rien, on peut rien faire avec, on peut rien installer dessus. Voilà, la notion de valeur, elle est vraiment relative à l'individu qui estime la valeur d'un bien ou d'un service. Il n'y a pas de valeur absolue. Là, vous avez une image que j'aime beaucoup où on observe un cylindre et puis il y en a un qui dit cette forme est carrée, l'autre cette forme est ronde, et en fait ils se trompent tous les deux. Donc quand vous dites voilà, il y a telle valeur qui est de manière absolue, en fait vous vous trompez. Une valeur économique, ça n'existe que dans le point de vue d'un observateur. Tout comme pour vous un verre d'eau ça vaut rien parce que là vous pouvez aller au robinet et puis boire. Mais pour quelqu'un qui est dans le désert, un verre d'eau ça peut se vendre très cher. Voilà. Donc il faut comprendre que les valeurs économiques, il y a toujours un observateur qui les définit, ça c'est essentiel. Et ensuite, dernière liberté, l'individu est libre d'échanger dans la monnaie. Est libre de comptabiliser dans l'unité monétaire choisie, d'afficher ses prix dans l'unité monétaire choisie, de l'utiliser, et donc aussi libre de créer une monnaie qui n'existe pas et qu'il a choisie selon ses principes. La June que je vous présenterai, elle n'existait pas il y a encore un an. Peut-être ce sera à la fin. Ah oui, ok. Donc la monnaie c'est quoi? La monnaie c'est un outil de mesure. Elle mesure les valeurs économiques et donc elle résout le problème des 3 producteurs. Ici vous avez 3 producteurs, Alice, Bob et Chris. Alice veut quelque chose que Bob produit, Chris veut quelque chose qu'Alice produit. Ils ont un problème, ils peuvent pas troquer en fait puisqu'ils n'ont pas de besoin symétrique directement. Donc ils sont obligés de passer par un intermédiaire d'échange qu'on appelle monnaie. Mais cet intermédiaire d'échange,
Ben, en fait, c'est un outil de mesure, c'est un étalon. Et vous savez peut-être que tout outil de mesure, il est basé sur un invariant. Donc on pourrait se demander, c'est quoi l'invariant de la monnaie? Alors d'habitude, je fais toute une partie historique sur les monnaies régaliennes existantes actuelles. Là, j'ai supprimé cette partie parce que la conf est courte, on n'a qu'1 heure. Donc on va pas développer cette partie-là, mais on va essayer de réfléchir ensemble à comment on peut penser un invariant monétaire. Et pour ça, on va passer, comme je vous le disais en introduction, par l'approche sur la neutralité du réseau. Vous connaissez peut-être le principe de la neutralité du net. C'est un peu comme la poste, c'est le principe que, quelle que soit la nature de votre courrier, ça ne va pas changer la manière dont il est livré. La poste ne va pas décider, vous faites ce courrier à votre petit ami, donc il arrivera 3 jours plus tard, vous faites ce courrier pour un truc administratif, il arrivera plus tôt. Je sais pas, c'est un exemple. C'est pareil sur Internet. La neutralité du net, c'est le principe de dire, tous les paquets sont égaux sur le réseau. Le réseau est idiot, il fait que transférer des paquets, il va pas transférer plus vite les paquets de tel fournisseur parce que on a tel partenariat commercial avec lui. C'est ce qu'essayent de faire beaucoup de fournisseurs d'accès à Internet et d'entreprises, et il y a heureusement des associations comme la Quadrature du Net et autres qui luttent justement pour préserver la neutralité du réseau. Donc la neutralité du réseau, c'est le fait que le réseau, il est idiot, c'est pas lui qui définit quelles informations est plus pertinente qu'une autre. Il transfère l'information, c'est tout. Et on va voir que c'est un peu pareil pour le réseau monétaire. Une économie, finalement, c'est un réseau d'êtres humains, c'est pas un réseau de machines, c'est un réseau d'êtres humains, qui échangent des valeurs économiques entre eux. Ça peut être des biens, des services, mais pas seulement. Et donc, il y a plusieurs formes de réseau. Comme on l'a vu pour les formes d'intelligence collective, le réseau, il peut être centralisé. Peut-être que quand vous voulez échanger avec quelqu'un, vous allez devoir passer par une plateforme centrale qui va décider si vous pouvez faire cette transaction ou pas. Et qui peut, du jour au lendemain, du coup, décider que, non, vous n'avez plus le droit d'échanger. Ou pas avec telle personne, parce que ça plaît pas à la personne qui gère la plateforme. C'est possible. Vous pouvez adopter pour une plateforme décentralisée. Où là, finalement, si vous êtes bloqué sur une instance, vous pourrez aller sur une autre et continuer à faire vos échanges. Ce qui est important de comprendre, en fait, c'est que la forme du réseau, elle impacte les flux. Tout comme la forme du réseau Internet impacte les flux Internet, la forme du réseau monétaire impacte les flux monétaires. Et donc, on pourra se demander, mais ce serait quoi un réseau monétaire neutre? Eh bien, si on sait qu'un réseau Internet neutre, finalement, c'est un réseau devant garantir l'égalité de traitement de tous les flux de données, on peut se dire qu'une économie neutre est une économie devant garantir l'égalité de traitement entre tous les flux de valeurs économiques. C'est-à-dire que sa structure ne doit pas favoriser certains types de valeurs plutôt que d'autres. C'est pas le cas du tout, par exemple, du système de création monétaire par le crédit. Vous avez quelques personnes qui attribuent un crédit et qui disent « oui, ce projet il a de la valeur, non, ce projet il n'a pas de valeur ». Et qui donc vont orienter les flux monétaires. Ils vont dire « oui, ce projet de gaz de schiste, là, très bien, ça va rapporter. Quoi, ce projet de moteur à l'eau, non, je vais pas investir là-dedans ». Voilà, ici, en fait, il faut comprendre que les personnes qui peuvent accorder des crédits, elles ont un pouvoir énorme, même sans en avoir conscience, de par les choix qu'elles font des choix à la place des autres, en fait. Elles décident pour tout le monde de quel projet va être alimenté en monnaie. Et donc, quel projet va se développer. Et donc, comment l'économie va se développer. Donc, c'est pas du tout une économie neutre. Alors, une économie neutre, donc, nécessiterait donc des monnaies neutres. Et donc, comme on l'a vu, un réseau neutre, donc, il doit garantir l'égalité de traitement entre tous les flux de valeurs économiques. Et finalement, quand on dit qu'Internet doit garantir la neutralité, c'est quoi qui doit garantir la neutralité? C'est les émetteurs des paquets. C'est-à-dire, vous pouvez être autant émetteur de contenu que lecteur ou consommateur de contenu. C'est ça qui est important. Bien, pour la monnaie, c'est qui l'émetteur de monnaie? C'est toujours un être humain. La monnaie, c'est une invention humaine. Donc finalement, si on veut que tous les êtres humains aient le même poids sur les flux monétaires, qui n'est pas tel flux privilégié par rapport à tel autre, eh bien il faut que chaque être humain co-crée la même part de monnaie. Bon, ça c'est à un instant T. Ok, très bien. Là on est, je sais pas, 50 dans cette salle, on pourrait dire, on est 50, créons notre monnaie à 50. On commence avec 10 unités chacun,
par exemple. Et puis du coup, il y a 500 unités en circulation. Fort bien. Un jour, l'un d'entre vous a des enfants. Comment on fait? Il crée 10 unités aussi en rentrant dans le système? Vous voyez qu'il va falloir penser à la dimension temps. Alors la dimension temps, justement. L'humain est mortel, comme vous le savez. Donc là, vous avez en vert les humains vivants. EV, c'est l'espérance de vie, en moyenne 80 ans pour nos sociétés occidentales. En jaune, vous avez ceux qui ne sont pas encore nés, qui vont arriver pour naître. Et en rouge, vous avez les morts. Et finalement, ce flux d'humains, c'est comme une cascade. Ça, j'aime beaucoup cette image, je l'ai reprise. Où finalement, une cascade, quand vous l'observez, vous voyez toujours la même cascade. Pourtant, c'est pas les mêmes molécules d'eau. Il y a des molécules d'eau qui arrivent, qui naissent, et d'autres qui partent, qui meurent, entre guillemets. Et donc, en fait, cette cascade, elle change perpétuellement. Ben, c'est pareil pour les humains qui constituent une économie. Ils changent perpétuellement. Dans 80 ans, dans la même salle, il y aura d'autres humains, mais nous, on sera plus là. Pourtant, il y aura toujours la même économie. Et donc, il faut en tenir compte. Et finalement, on se dit que la création monétaire, c'est un flux. Il y a un flux d'humains. Ce serait bien que ces deux flux ils soient corrélés, un petit peu. Et donc, on peut définir des flux de monnaie et des flux d'humains. Donc là, c'est un peu de maths. Les détails sont sur mon blog, hein, pour ceux qui veulent creuser. Le but, là, c'est plus de faire une initiation, on va dire. Et on peut utiliser là, le concept de temps de résidence, notamment, pour calculer quelle doit être la part d'augmentation de cette création de monnaie chaque année. Puisqu'on voit bien que quand vos enfants arrivent, ils vont créer de la monnaie aussi, vos petits-enfants vont en créer, etc., etc. Donc il y a forcément une augmentation du nombre d'unités monétaires, constamment. Et puis quand vous mourrez, on ne peut pas détruire vos unités, c'est un peu difficile. Donc il y a forcément une augmentation, comme ça, exponentielle, d'unités monétaires, en tout cas en nombre absolu, quantitatif. Mais si cette augmentation, on la cale sur le flux d'humains, et qu'on la cale notamment sur l'espérance de vie, on peut arriver finalement à un pourcentage. On peut en déduire que pour une espérance de vie donnée, un taux qui respecte un petit peu le flux d'humains, c'est le log de la demi-vie sur la demi-vie. À peu près. Et donc, pour une espérance de vie de 80 ans, ça fait environ 10% par an. Ça veut dire que si on veut que le flux de monnaie suive le flux d'humains, il faut que la part de monnaie qu'on crée, elle croisse de 10% par an, à peu près. Ça veut dire que si vous créez 10 cette année, vous créerez 11 l'an prochain. Si vous créez chaque année, hein. Mais on prend la période qu'on veut, en fait, ça marche. On peut créer chaque jour, ça marche aussi. Tant qu'on respecte les 10% par an, ça fonctionne. Alors, ça a quelles conséquences, ça? Vous allez me dire, oui, mais on crée de la monnaie constamment, alors il va y avoir de l'inflation. On me dit tout le temps ça. Bah, ça dépend du point de vue, en fait. Parce que là, vous avez à gauche, par exemple, vous avez en bleu la masse monétaire d'un individu qui rentre à l'année 0, et ce sont les années, en fait, en abscisse. Et en orange, vous avez la masse monétaire moyenne. Je vous dis, là, on est 50, si on crée 10 chacun, bon, bah, la masse monétaire moyenne, c'est 10 par humain. Et puis, si après on crée 11, la masse monétaire moyenne, c'est 11, puis c'est 12. Puis s'il y a des nouveaux entrants, ça va être un peu différent. Donc, si on regarde juste en nombre d'unités monétaires absolues, on a l'impression que ça grimpe exponentiellement vers l'infini. Mais puisqu'on co-crée tous la même part de monnaie chaque année, ou chaque jour, ou chaque mois, qu'importe la période qu'on définit, eh ben, on peut utiliser cette part de monnaie co-créée comme référentiel. On peut appeler ça revenu de base ou dividende universel, qu'importe. Et donc, on peut compter finalement en part de monnaie co-créée. Au lieu de dire, là vous créez 10 cette année et 11 l'année prochaine, au lieu de dire j'ai 21 unités, bah, vous allez dire j'ai 1,9 quelque chose unités. On va prendre un exemple concret, du coup. Alors c'est un exemple avec les francs, on peut les citer puisque c'est une monnaie qui n'existe plus. Donc là vous avez 3 personnes, Amina, Justine et Liliane, qui ont 150, 300 et 450 francs. Ça c'est ce qu'elles ont en absolu. Et puis on co-crée de la monnaie. On a dit on co-crée de la monnaie par revenu de base, qu'on appelle aussi dividende universel. Donc on co-crée 10% de la masse monétaire totale. Il y a 900 en circulation, donc on va co-créer 90. Eh ben, Amina se retrouve avec 180 au lieu de 150, Justine avec 330 au lieu de 300,
et l'idéal va être 480 le 450. Mais si on recalcule en faisant un produit en croix, cette part de monnaie, qui donc, on a 990 de masse monétaire totale, et si on revient à 900 en faisant un produit en croix, eh ben on se rend compte qu'on a une masse monétaire qui est toujours fixe, qui n'a pas bougé, que Justine, en fait, elle était à 300, elle est toujours à 300, que Amina, elle a gagné des sous, elle est passée de 250 à 164, et Liliane, elle est descendue à 436, elle a perdu des sous. Donc ce qui se passe, en fait, c'est que vous avez un phénomène d'attraction vers la moyenne. C'est-à-dire que dans une monnaie libre, c'est-à-dire co-créée par dividende universel, qu'on appelle aussi revenu de base, à un taux de 10% par an, si vous ne faites rien, vous atteignez la masse monétaire moyenne. C'est intéressant, je ne sais pas si vous savez quelle est la masse monétaire moyenne pour l'unité non libre continentale qu'on utilise au quotidien ici, qu'on nous force à utiliser, qui ne respecte pas la liberté zéro. Donc. Alors ça dépend si on compte la masse monétaire en double ou pas. C'est environ 35 000 unités ou 70 000 si on considère que la dette est aussi de la monnaie. Mais même 35 000, c'est déjà beaucoup. Donc la masse monétaire moyenne, c'est beaucoup en fait. Et donc dans une monnaie libre, même si vous travaillez dur et que vous êtes donc plus riche que la moyenne, c'est normal si vous travaillez dur, eh bien si vous arrêtez de travailler, en une demi-vie, en 40 ans, votre masse monétaire va fondre jusqu'à la masse monétaire moyenne. C'est-à-dire que si vous arrêtez de travailler, en 40 ans, votre monnaie, finalement, elle se retrouve à la moyenne. Et donc ça empêche finalement la thésaurisation à outrance, ça empêche finalement la surconcentration monétaire au détriment des autres. Aujourd'hui, vous le savez peut-être, il y a l'Oxfam qui a publié récemment des chiffres où on a, je crois, une soixantaine d'individus qui possèdent la richesse de 2 milliards de personnes en monnaie. On a un problème de surconcentration monétaire auprès de quelques individus et une sécheresse monétaire de l'autre côté, qui fait qu'on vous dit que c'est la crise, etc., qu'il n'y a pas de monnaie. Bon. En fait, c'est parce que la monnaie elle est concentrée en un seul point. Et ça, c'est un vrai problème. Dans une monnaie libre, c'est pas possible. Parce que les 60 individus, là, s'ils arrêtent de travailler, ah ben, leur part de monnaie, elle va compter de moins en moins, en fait, par rapport aux autres, puisque tout le monde en crée tout le temps. C'est simple, supposons j'ai 100 et vous avez 1. Et demain, on crée un chacun, j'ai 101, vous avez 2. Bah, j'étais 100 fois plus riche que vous, je suis plus de 50 fois plus riche que vous. Puis après-demain, j'ai 102, vous avez 3, je suis plus qu'une trentaine de fois plus riche que vous, etc., etc. Et en fait, ça va décroître exponentiellement. Et plus vous êtes riche, plus ça descend vite. Ça, c'est une propriété très importante de la monnaie libre. Alors, on va parler un petit peu du cas du Bitcoin, parce que le Bitcoin dans tout ça, est-ce que c'est une monnaie libre, du coup, maintenant qu'on a défini ce qu'était une monnaie libre? Comment est créé le Bitcoin? C'est ça la question. Pour ceux qui le savent peut-être, le Bitcoin est créé par minage, c'est-à-dire par puissance de calcul. Là, vous avez un entrepôt avec peut-être 20 000 ou 30 000 serveurs. Il est où l'humain là-dedans? Il est où le dividende universel là-dedans? C'est pas une monnaie libre. C'est-à-dire que si vous êtes riche en unité non libre et que vous pouvez investir dans un entrepôt géant, vous pourrez créer beaucoup de Bitcoin. Donc en plus, non seulement c'est pas une monnaie libre, mais en plus il y a une transitivité des inégalités. C'est-à-dire que ceux qui étaient riches ou pauvres dans la monnaie actuelle vont rester riches ou pauvres en Bitcoin en fait. Puisque la part de Bitcoin que vous pouvez créer dépend directement de votre capacité d'investissement dans de la puissance de calcul. Donc c'est pas une monnaie libre. Ceci étant, comme j'aime à le dire, le Bitcoin c'est à la fois une prouesse technologique et une aberration écologique. Là on a une image d'un entrepôt qui a brûlé en Chine, où on a donc des milliers de machines qui sont gaspillées pour rien. Ça tourne en ce moment beaucoup sur les réseaux, le scandale écologique du Bitcoin. Mais ce qui est dommage du coup, c'est que les gens confondent minage et preuve de travail. Le scandale écologique est provoqué par le minage, c'est-à-dire par le fait de créer la monnaie par la puissance de calcul. C'est bien le mécanisme de création monétaire qui est en cause, pas la preuve de travail en soi. La preuve de travail, on le verra juste après avec Jupyter, c'est juste un mécanisme de synchronisation d'une base de données décentralisée. Et de ce point de vue-là, la preuve de travail, c'est une prouesse technologique. Elle a été implémentée d'une façon dans le Bitcoin qui fait que ça amène à une aberration écologique. Mais ça, c'est à cause du minage. C'est pas en soi à cause de la preuve de travail. Alors du coup, je vais vous présenter justement
d'Unitaire, donc le logiciel qui implémente ces monnaies libres. Enfin, pour l'instant, il n'y en a que deux, une monnaie de test et une monnaie réelle, et qui s'inspire beaucoup des aspects techniques du Bitcoin pour le fonctionnement peer-to-peer décentralisé, le blockchain, preuve de travail, etc., qui par contre n'a pas du tout le même fonctionnement au niveau création monétaire. Dans Unitor, il n'y aura pas de minage, puisque comme on l'a dit, Unitor intègre une monnaie libre, et une monnaie libre, ce sont tous les humains qui co-créent la même part de monnaie à une fréquence définie, qui peut être chaque jour, chaque mois, chaque année, selon, c'est un paramètre à choisir quand on crée sa monnaie. Alors pour ceux qui savent pas ce qu'est une blockchain, c'est assez simple en fait. Je vais vous présenter ça rapidement. Une blockchain, c'est juste des blocs qui s'enchaînent, qui contiennent des informations, des transactions en fait, principalement. Ce sont comme des livres qui s'enchaînent, où chaque livre contiendrait en en-tête un résumé du livre précédent. De sorte qu'ils sont liés entre eux. Et que si vous modifiez le livre 1, eh bien, l'en-tête dans le livre 2 qui résume le livre 1 devient fausse. Donc il faut modifier le livre 2. Mais du coup, l'en-tête dans le livre 3 qui définissait le livre 2 devient fausse. Donc il faut modifier le livre 3. Et donc vous avez un effet domino qui fait que dans une blockchain, si vous voulez modifier un bloc, il faut modifier tous les blocs qui le suivent jusqu'au dernier. Et ça, c'est très difficile à faire. C'est ce qui sécurise la blockchain. Alors cette empreinte, c'est ce qu'on appelle un hash. C'est un peu comme vos empreintes digitales ou vos empreintes ADN. On injecte des données dans une fonction de hachage et elle nous sort une empreinte qui sera toujours la même si on injecte toujours les mêmes données. Et qui par contre change si on change un seul caractère, l'empreinte sera totalement différente. Donc si quelqu'un veut tricher et écrire « on m'a donné 100 000 unités dans tel bloc », ça va complètement changer l'empreinte de ce bloc. Et donc comme elle est référencée dans le bloc suivant, il faut modifier le bloc suivant, puis le bloc d'après, puis le bloc d'après, puis le bloc d'après. C'est un effet domino. Toute la blockchain devient invalide si vous essayez de modifier un bloc. Et donc tout le monde va voir que ce bloc-là, ça va pas. Et donc il va être refusé par le réseau. Alors ensuite, la preuve de travail dans tout ça, ça sert à quoi? Et pourquoi c'est si important? Aujourd'hui, c'est le meilleur mécanisme de synchronisation qu'on connaisse. On cherche, beaucoup d'informaticiens réfléchissent à d'autres mécanismes de synchronisation possibles. Vous connaissez peut-être la preuve d'enjeu notamment. Ils posent tous des problèmes. Notamment des problèmes liés au fait qu'il faut faire intervenir par exemple la part de monnaie que vous avez. Mais du coup, la monnaie serait plus libre, puisque ce paramètre-là influencerait sur les flux monétaires. Il ne faut pas que ce soit ceux qui ont plus de monnaie qui peuvent écrire, ça n'aurait pas de sens. Donc pour l'instant, faute de mieux, la preuve de travail, c'est ce qui marche le mieux pour synchroniser un réseau décentralisé. Et donc concrètement, c'est quoi? C'est un réseau d'ordinateurs connectés à Internet entre eux, sur lequel est installé d'Unitor. Moi, il est installé là-dessus. Vous pouvez l'installer sur n'importe quel ordinateur en téléchargeant l'exécutable. Vous tapez d'Unitor sur Internet, vous le trouvez. Et donc, ce sont ceux qui ont l'Unitor d'installer qui vont écrire les transactions les unes à la suite des autres. Mais ce qu'on veut, c'est que, supposons que j'envoie une transaction à cet ordinateur-là et une autre à cet ordinateur-là en même temps. Par exemple, voilà, j'ai envie de bananes, je vais acheter des bananes à tel producteur 1, et puis des bananes à tel producteur 2 en même temps. Du coup, j'aurais dépensé 2 fois la même part de monnaie. D'accord? Pour empêcher ça, il faut définir qui va écrire en premier. Et celui qui écrit en premier, consommera la monnaie, et donc la deuxième transaction sera refusée. Si je dépense 10 unités pour acheter des bananes chez le producteur A, et que j'en redépense 10 chez le producteur B, et si la transaction dans le producteur A elle est écrite avant, je pourrais pas faire de double dépense. Donc on voit bien que pour empêcher la double dépense, il faut vraiment absolument avoir un ordre précis. Et c'est à ça principalement que sert la preuve de travail. C'est à décider qui va écrire la prochaine transaction. Et donc c'est aléatoire en fait, c'est basé sur un hash, sur ce fameux hash qui est imprévisible. Et c'est celui qui trouve un hash qui commence par un certain motif, un certain nombre de zéros, qui va écrire en premier. Comme dans le Bitcoin de ce point de vue-là. Vous allez me dire, alors c'est la course au calcul. On va voir que non. On va voir comment. Mais d'abord, il y a un point très important qu'il faut introduire. Je vous ai dit, dans une monnaie libre, ce sont tous les humains qui co-créent la monnaie. Mais comment on est sûr que chaque être humain co-crée une part de monnaie, et pas plusieurs? Qu'est-ce qui empêcherait un humain de se créer 10 comptes, voire 100 comptes dans la monnaie, et donc de créer 10 fois, voire 100 fois sa part de monnaie, son revenu de base, son dividende universel?
Ça poserait un problème en fait. Il pourrait tricher, tout le monde tricherait, enfin ce serait la bérésina. Donc on a besoin d'un système d'identification. Nous on a choisi une toile de confiance parce que on veut un système d'identification décentralisé. On ne veut pas dépendre d'un État qui délivre des pièces d'identité. Ben oui, parce que l'État en question, s'il veut tricher dans la monnaie, il pourrait créer plein de fausses pièces d'identité, par exemple, pour faire rentrer des faux comptes à son profit et truquer la monnaie. Si la monnaie lui plaît pas, c'est possible. On veut se protéger contre ça. Donc, on se certifie les uns les autres. Donc, dans une monnaie libre basée sur l'uniteur, pour pouvoir devenir co-créateur de votre part de monnaie, vous devez être certifié par des gens qui sont déjà membres. Et il y a tout un tas de règles qui empêchent ce qu'on appelle les attaques civiles. C'est représenté en haut à droite ici. Vous avez ce qu'on appelle des humains honnêtes en vert, légitimes. En blanc ou rouge très clair, vous avez 2 humains malveillants. Et en rouge foncé, vous avez des faux comptes créés par ces 2 humains malveillants. D'accord? Si jamais des humains malveillants peuvent créer beaucoup de faux comptes, eh bien, ils vont pouvoir créer beaucoup plus de monnaie que nous. Et donc, il va y avoir un phénomène de centralisation, finalement, et on va se retrouver avec les mêmes travers de centralisation de la monnaie qu'on a avec les monnaies actuelles. Et donc, ce sera plus une monnaie libre. Et donc, pour éviter ça, il y a un ensemble de conditions qu'il faut définir quand vous lancez une monnaie d'uniteur. Il y a un ensemble de paramètres, il y a une dizaine de paramètres monétaires. Dans le cas de la June, qu'on a lancé donc le 8 mars 2017, vous devez être certifié par 5 personnes, déjà membres. Alors, c'est vrai que c'est limitant au début. La June aujourd'hui, c'est environ 430 utilisateurs, je crois. Peut-être 440 aujourd'hui, il faudrait vérifier. Donc vous devez connaître 5 personnes parmi ces 400 et quelques. Forcément, ça sera pas facile pour tout le monde. Mais plus il y a de membres, plus c'est facile. Le jour où il y aura 10 000 membres, c'est plus facile de connaître 5 personnes sur 10 000. Et plus il y aura de membres, plus vous pourrez rentrer facilement. C'est pour ça aussi que la monnaie croît lentement. Il faut du temps pour que la toile de confiance croisse. Et c'est voulu, c'est important, c'est parce qu'on veut garder un réseau de confiance. Donc on veut pas que cette première monnaie libre, qui est la June, croisse trop vite. On veut que ça se fasse à un rythme où on est sûr de pouvoir garantir l'intégrité du réseau. Alors comment on utilise la monnaie concrètement? Je vous ai parlé d'Unitor. D'Unitor, c'est le logiciel qui fait fonctionner la monnaie. Mais vous n'êtes pas obligé de l'installer. D'Unitor est basé sur le volontariat. Aujourd'hui, sur les 430 membres de la June, il y a environ 60 membres qui exécutent d'Unitor et qui écrivent les transactions. Voilà, donc c'est sur le volontariat, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais si vous le faites, c'est bien, parce que ça vous contribuez au réseau, vous contribuez à vérifier que les règles de la monnaie telles que définies sont bien appliquées. Donc si vous pouvez installer un Unitor que vous vous sentez de le faire, c'est mieux pour vous en fait. Ensuite, pour utiliser la monnaie, vous pouvez utiliser des clients. Donc là, il y en a 2 qui sont figurés, que sont Cesium et Satya. Donc les logos sont figurés ici. Et donc les clients, ça peut s'installer sur un simple téléphone, pour Cesium, c'est assez léger. Et avec ça, vous allez pouvoir créer un compte, exécuter des transactions et éventuellement demander à devenir membre. Et chose très importante, vous pouvez dès à présent exécuter les transactions en June. Les transactions sont ouvertes à tous. Il n'y a pas de limite à ce niveau-là. La toile de confiance, histoire de devenir membre, etc., c'est pour devenir co-créateur de votre part de monnaie, votre fameux dividende universel, qui dans le cas de la June est tous les jours. On a choisi tous les jours dans le cas de la June pour que ce soit continu et que ça suive un petit peu mieux l'évolution des Junes. Et donc vous pouvez dès aujourd'hui utiliser la June sur des places de marché. Il y a des places de marché comme la plus connue actuellement, c'est Géchange.fr, mais c'est pas la seule, et il y en aura d'autres. Vous pouvez vendre un bien en June pour en obtenir, et ensuite en acheter. Donc là, vous avez une capture d'écran de Cesium, mais on voit pas grand-chose. Je pourrais vous montrer avec le Wi-Fi si jamais on a le Wi-Fi. Mais voilà, c'est un client web assez simple d'utilisation. Et sinon, pour ceux qui préfèrent les clients lourds qu'on installe sur son ordinateur, vous avez Satya, un client en Python. Donc si vous tapez Cesium ou Satya sur Internet, vous les trouvez. Sinon, vous les trouvez sur le site officiel d'unitor.org, où là tout est référencé, les logiciels, les guides pour les installer, etc. Et on a aussi donc un forum.unitor.org, où vous pouvez venir poser vos questions d'ordre technique, où on discute aussi des évolutions du logiciel, de toutes ces choses-là.
Alors, il y a plein de manières de contribuer, si ça vous intéresse. On cherche toujours notamment des développeurs, évidemment, pour nous aider à entretenir d'Uniteur, parce que ça fonctionne de manière informatisée. Alors, à noter que, en théorie, on pourrait créer une monnaie libre sur papier. Mais en pratique, du coup, comment faire une monnaie sur papier qui soit décentralisée, ça me paraît compliqué. L'avantage du numérique et d'Internet, c'est qu'on peut avoir un système justement peer-to-peer, décentralisé. Donc pour ça, il faut des informaticiens. Donc voilà, si ça vous intéresse, les technologies utilisées pour Juniper, c'est du TypeScript, et on a aussi une personne qui commence à implémenter en Rust aussi. Donc si c'est des langages qui vous sont familiers, vous pouvez nous rejoindre. Il y a aussi pour les clients, c'est du AngularJS pour Cesium et du Python pour Satya. Si ça vous dit rien, c'est pas grave, je le dis pour ceux qui savent ce que c'est. Vous pouvez aussi contribuer en tant que traducteur des logiciels. Alors pour l'instant, la June s'étend surtout en francophonie, mais elle n'a pas de limite territoriale a priori. Si la toile de confiance se développe dans un pays non francophone, pourquoi pas, enfin, on ne pourra pas l'empêcher. Et donc si vous aimez traduire les logiciels, vous pouvez les traduire en anglais, en russe, en chinois, en ce que vous voulez. Il y a des plateformes pour ça où vous pouvez poser votre question sur le forum. Vous pouvez aussi contribuer en diffusant la compréhension des monnaies libres, en donnant des conférences comme je fais là, ou en approfondissant votre propre compréhension, et puis en faisant un compte-rendu sur votre blog ou sur vos réseaux, en faisant une vidéo. N'hésitez pas, parce que plus on en parle, et puis la compréhension va se diffuser. Parce que si on veut qu'une monnaie libre, finalement, soit utilisée de manière suffisante pour avoir une économie libre, qui ait un peu de poids, il faut que les gens comprennent ce que c'est. On ne va pas utiliser une monnaie libre si on ne comprend pas ce que c'est. Donc le plus important, c'est d'abord de diffuser la compréhension. C'est pour ça que je vous invite vraiment à passer au stand pour les points qui sont pas clairs, j'y serai, et on pourra continuer à creuser, et vous pourrez poser vos questions. Et pour ceux qui sont vraiment perdus, je vous invite à essayer de trouver un Geconomitus près de chez vous. C'est un jeu, en fait, qui a été inventé pour expérimenter le concept de monnaie libre par le jeu. Le Geconomitus, c'est un jeu où on fait 2 sessions, une session en monnaie dette, une session en monnaie libre, et on voit concrètement comment ça se passe. Il y a un Geconomitus samedi prochain à Montpellier. D'ailleurs, pour ceux qui sont disponibles ou que ça intéresse, donc week-end prochain à Montpellier, il y a les 10e rencontres biannuelles de la monnaie libre. Tous les 2 mois, on se réunit, enfin tous les 6 mois, pardon, on se réunit. Donc là, on se réunit week-end prochain à Montpellier. On se réunira dans 6 mois. A priori, ça risque d'être en Bretagne ou dans le Finistère, je crois. Voilà, donc là, vous avez les infos aussi sur le site officiel d'uniter.org. Et si ça vous intéresse, je pourrais vous donner les infos. Sinon, vous tapez Geconomitus sur Internet, vous cherchez. Il y a plein de groupes locaux dans plein de villes de France et d'ailleurs qui commencent à organiser les Geconomitus. Et je vous invite vraiment à y jouer si c'est pas clair pour vous. C'est vraiment ce qui vous aidera à y voir plus clair. Et si vous êtes sur Toulouse ou dans le coin, vous pouvez vous investir dans Monnaie Libre Occitanie, donc qui est très active sur Toulouse et qui fait 2 apéros par mois, je crois. Donc il y a un site web, monnailibre-occitanie.org, vous pourrez le trouver, vous pourrez aller nous voir au stand aussi, où il y a des apéros réguliers sur Toulouse, sur Montpellier aussi, et dans d'autres villes, je crois, Montauban, quelques-unes autres. Donc selon où vous habitez, ça commence à se développer un peu partout. Voilà, je vous remercie pour votre attention et on va passer donc aux questions-réponses. Oui, donc j'ai une première question par rapport à la June. Il y a une licence avec un certain nombre de règles pour obtenir une certification. Oui, tout à fait. Est-ce que cette licence est directement inscrite dans la monnaie, dans la blockchain? Parce que de ce que j'ai vu, elle a eu plusieurs mises à jour, ce qui me fait penser qu'elle est plutôt associée à un compte, et que du coup, ça crée une asymétrie et un côté non neutre, puisque la personne qui gère le compte peut décider de changer la licence en cours de route. C'est une très bonne question. Alors la licence, normalement, elle devrait pas changer si elle était bien écrite. Donc elle a été écrite voilà, par ceux qui développent Juniper et aussi un petit peu par Stéphane Laborde qui nous aide sur l'aspect théorique. Effectivement, peut-être qu'on peut faire mieux de ce point de vue-là. Mais la licence, c'est quelque chose qui est censé rester un peu figé. Je vais revenir sur la toile de confiance. Les règles de la toile de confiance, elles sont définies dans le code. La licence, c'est des règles humaines, c'est pas des règles techniques.
La licence, elle dit voilà qu'il faut pas certifier quelqu'un qu'on connaît pas, etc., des choses comme ça. Je vous invite à la lire, évidemment, si vous voulez devenir membre. Normalement, quand vous créez un compte sur un client, soit Cesium ou Satya, il vous fait lire et accepter la licence de toute façon. C'est vrai qu'elle n'est pas inscrite en blockchain. Peut-être qu'on pourrait le faire, ça serait une évolution possible. On va y réfléchir, c'est une bonne idée. Je sais pas s'il y a d'autres questions. C'est un peu lié en fait. Est-ce que vous avez entendu, enfin oui sûrement, il y a une monnaie libre, monnaie pas libre, une monnaie crypto-monnaie qui essaie de se créer qui s'appelle Tezos, où une des grandes nouveautés de cette approche, c'est d'inscrire dans la blockchain les décisions et l'arbitrage autour de la monnaie elle-même. Ce qui fait que en fait, c'est pas seulement des règles humaines qui sont mises à côté, c'est la monnaie elle-même contient ses propres règles et les stakeholders peuvent du coup modifier ces règles. Oui, c'est intéressant. Nous, on n'a pas fait comme ça parce que on a fait aussi avec les connaissances qu'on avait et notre but c'était surtout de créer une monnaie conforme à la théorie relative de la monnaie. Donc les décisions, ça se prend sur le forum en fait, et on essaye de prendre toujours le meilleur choix technique possible, le plus optimal. C'est vrai qu'en ce moment il y a des décisions, par exemple pour améliorer le protocole de Digniteur. Si vous avez des compétences dans comment on pourrait mieux faire pour intégrer ça de manière décentralisée, venez sur le forum, proposez, et si ça prend, pourquoi pas, moi en tout cas ça m'intéresse, on peut tout s'améliorer de toute façon, donc c'est une très bonne idée. Oui, bonjour. Si par maladresse je respecte pas la licence et que je me rends pas compte, est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait capable de me dire ce compte-là que tu as certifié, c'est pas un vrai compte, ça sert à certifier un faux compte? Alors en fait, c'est écrit dans la licence. Dans la licence que vous acceptez pour devenir membre, il est écrit que quelque chose comme le fait que vous devez un petit peu vérifier que les personnes que vous certifiez ou qui vous ont certifié respectent elles aussi la licence. Donc ça se fait par contrôle social en fait. C'est-à-dire que si tu la respectes pas, normalement, les personnes qui t'ont certifié vont s'en rendre compte. Et vont te dire, ah bon, bah, la prochaine fois, fais plus attention. Et si t'es de bonne foi, bah, ils vont te recertifier. Parce que oui, les certifications, elles se renouvellent tous les 2 ans aussi. Donc si t'es de bonne foi, ils vont te recertifier. Ils vont juste te dire, ah, bah là, fais attention la prochaine fois, etc. Par contre, si t'es de mauvaise foi et que tu tiens pas compte de leurs recommandations, bah, très certainement qu'ils vont pas te renouveler. Et du coup, tu vas perdre ton statut de membre. Donc c'est basé un peu, voilà, sur la régulation humaine décentralisée. Il y a pas un centre qui va dire toi tu respectes pas, t'es dehors. C'est à chacun de faire attention, c'est notre réseau commun, c'est un bien commun. Merci. Alors moi ma question ce sera plus sur l'utilisation concrète de la monnaie. Le fait qu'on a un dividende universel, est-ce que ça veut dire qu'on peut en vivre? Ou est-ce qu'on est quand même poussé à devoir travailler et créer de la monnaie? Est-ce que justement ce dividende moyen, enfin du moins la valeur moyenne vers laquelle tout le monde tend, elle est suffisante pour vivre? C'est une question qui revient souvent. Ça, la réponse est simple, c'est on verra bien, on sait pas. C'est-à-dire que aujourd'hui la June, vous pouvez déjà échanger avec. Moi, j'arrive pas encore à vivre avec, par exemple. J'espère un jour. Bon, je prévois aussi de vendre des activités en June. Ce qu'il faut voir aussi avec la monnaie libre, c'est que ça devient beaucoup plus facile de mesurer votre activité. C'est-à-dire que personne n'est inutile. On a tous une activité valorisable, quasiment. Mais avec la monnaie officielle actuelle, souvent, l'activité que vous avez, elle est considérée comme inutile, donc elle n'est pas valorisée. Ce qu'on appelle le fameux bénévolat. Peut-être, là c'est de la prospective, je ne sais pas, mais peut-être qu'une monnaie libre permettrait de mesurer plus de types d'activités, et donc permettrait à chacun finalement de valoriser sa propre activité. Après, est-ce qu'un dividende universel permettra de vivre? Ça, on verra bien. Ça dépendra aussi dans quelle communauté vous vivez. Parce que pour l'instant, il y a une monnaie libre, c'est important parce qu'il faut du temps pour en développer une déjà, mais peut-être d'ici 20 ans, 30 ans, il y en aura d'autres. Voilà, ça dépendra. Il y a un exemple qu'avait pris Stéphane Laborde une fois dans une de ses conférences que j'ai retenu et que je vais vous ressortir du coup parce que j'aime beaucoup. Il avait pris l'exemple de 2 îles. Et il disait, il y a 2 îles qui ont une monnaie libre avec les mêmes règles, le même dividende universel, tout pareil. Et puis il y a une île où ils travaillent dur, ils créent plein de valeurs économiques. Et il y a une autre île où ils font pas grand-chose, ils se nourrissent des noix de coco qui tombent des cocotiers ou des fruits et puis c'est tout. Bah dans la deuxième île, vous pourrez vivre de votre dividende. Dans la première, je pense que vous ne pourrez pas vivre de votre dividende.
Donc finalement, ça dépend un petit peu de l'activité moyenne globale. Il reste du temps pour une dernière petite question. Ou pas? Si. Un peu dans le même ordre de ma première question, si pour raison d'État ou autre, il y a une pression qui est exercée sur l'équipe de développeurs d'origine d'Unitaire, qui amène à introduire un changement dans les règles, dans le code, non pas de la blockchain, mais d'Unitaire, est-ce qu'il y a des mécanismes en place alors à mettre en place potentiellement tout ce qui est revue de code, mais en place, je ne sais pas ce qui est pratiqué actuellement pour justement éviter qu'on se retrouve avec un code malveillant qui risque de tourner. Ce qui évite ça, c'est le principe du logiciel libre. Juniper est sous licence Affero GPL V3 pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire que Juniper, tant qu'il respecte bien les règles d'une monnaie libre, on est dessus. Si un jour, pour une raison X ou Y, une personne modifie Juniper de telle sorte que la monnaie n'est plus libre, le projet va forquer, c'est tout. C'est-à-dire les gens vont forquer et vont aller sur le projet forqué qui respecte bien ce qui est une monnaie libre. C'est pour ça que la compréhension est importante. Ceci étant, ça me paraît peu probable. Déjà, je serais le premier à m'y opposer. Et je serais pas le seul. Enfin, on est plusieurs à veiller. Je vois mal quelle pression pourrait être faite, honnêtement. Ça me paraît compliqué. Après, il y a peut-être moyen de renforcer la sécurité à ce niveau-là. Encore et toujours, mais c'est déjà le fait que ce soit un logiciel libre, on a déjà la garantie que on pourra toujours utiliser une version qui est conforme à la théorie relative de la monnaie. Cette fois, c'est vraiment la dernière question. J'ai une question qui est peut-être bête, mais concrètement, aujourd'hui, quelle est l'utilité, enfin, comment est-ce qu'elle est utilisée? Vous évoquiez j'échange.fr, mais concrètement, c'est une monnaie qui passe pour des achats sur Internet ou des échanges? Pour tout ce que vous voulez, en fait. Ça peut être sur Internet, mais ça peut être en réel. Là, si vous avez quelque chose à vendre, je peux vous l'acheter contre des junes. Il n'y a pas de souci. C'est pour tout ce qu'on veut. La monnaie, c'est un outil. Il n'y a pas de limite à l'usage, quoi. On peut utiliser les junes pour n'importe quel type de transaction, tant que tu trouves acheteur ou vendeur. C'est palpable. Il y a, je veux dire, comment ça se représente physiquement, matériellement. Pour l'instant, c'est une monnaie numérique, donc tu échanges par Internet. C'est-à-dire que tu vois ton solde sur ton client, tu vois par exemple, tiens, j'ai 100 junes, et puis tu veux acheter un bien qui est, je sais pas, à 50 junes, et bah tu transfères. Et puis toi, tu es à 50, et puis l'autre, il est à 50. Après, on pourrait envisager d'imprimer des billets. Il y a un projet déjà de Paper Wallet, ça s'appelle, le portefeuille papier. On pourrait envisager d'autres moyens de paiement par SMS ou par... Les outils sont à créer, mais il y a plein de possibilités. Merci Héloïse. Je te laisse juste le dernier mot. Peut-être si tu veux remettre ton premier slide avec ton blog pour ceux qui voudraient retrouver toutes les informations sur cette conférence et les slides notamment qui devraient. Oui, alors j'ai pas encore mis le diapo, mais je vais le mettre ce midi si je trouve un LC Wi-Fi quelque part qui marche. D'ailleurs, s'il y avait l'LC Wi-Fi là, j'aurais bien aimé, si on avait 2 minutes encore, vous montrer au moins Cesium où j'échange pour que vous ayez un aperçu, mais je sais pas si le Wi-Fi fonctionne. Ah oui. Bon, on n'a pas le temps, c'est dommage. Je vous invite à venir au stand à l'étage, Monnaie Libre Occitanie. On a un écran, on pourra vous montrer. Et pour ceux qui veulent continuer les échanges, voilà, je suis à votre disposition. Je vous remercie pour votre attention.